Salut et bienvenue sur Anakaland. Comme attendu et espéré, Final Fantasy VII Rebirth s'est avéré être un chef-d'œuvre, une aventure vidéoludique de très haut niveau. Bien qu'il manque parfois un peu d'épique ou que son final divise, il reste et restera une pépite du jeu vidéo. Et son récit étant un très gros morceau, j'ai décidé pour cette vidéo de me concentrer sur un arc narratif spécifique, celui de Zack Fair, qui est peut-être l'un des meilleurs persos de la saga, et qui soulève pas mal de questions et même quelques problématiques avec ce deuxième opus de la trilogie du remake. D'ailleurs, si vous avez envie que je consacre d'autres vidéos à des éléments de ces jeux, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Toutes les propositions seront étudiées. FF7 Rebirth nous offre donc notamment la chance de redécouvrir et même de jouer, un tout petit peu, le personnage de Zack Fair après ses aventures dans Crisis Core. Mais un Zack bien vivant qui a réussi à rejoindre Midgar après les événements du remake. Une aventure en apparence dissociée du reste du jeu sous la forme de petites séquences qui servent presque de transition entre les plus grands moments de l'aventure de Cloud et sa bande. Mais avant de commencer, évidemment, cette vidéo va énormément spoiler le jeu, et donc une partie de sa fin. Donc si vous n'avez pas encore terminé l'aventure, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous. Alors on se retrouve un peu plus tard. Sinon, profitez-en pour me donner votre avis final sur le jeu et en débattre dans les commentaires. Toujours dans le respect, bien sûr, même si je n'ai jamais eu à vous le demander depuis la création de la chaîne, car vous êtes les meilleurs. Sinon, pour ce qui est des illustrations, je n'ai pas capturé d'image du jeu, tout comme je n'ai pris aucune note sur ce premier passage tellement je voulais vivre l'expérience à 200%. Donc je vais faire au mieux pour ne pas vous perdre dans toutes ces différentes chronologies et réalités. Pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo, et sans plus attendre, plongeons dans l'histoire quelque peu complexe de ce génial FF7 Rebirth. Et ce, au travers de son récit parallèle qui soulève tant de questions, l'histoire de Zack Fair. Réunion. Quand les mondes s'entremêlent et qu'ils fusionnent. Il est vrai que ce nouveau Final Fantasy VII Rebirth nous a proposé une expérience de très grande qualité, tout en présentant une histoire encore plus capillotractée que celle du remake. Et pour commencer à tenter d'y voir clair, parlons tout d'abord de ce Multiverse of Final Fantasy VII. Avec FF7 Remake, c'est une histoire de voyage dans le temps et de modification du destin qui avait été mise en place. Une chose qui a donc atteint son apogée dans ce nouvel opus. On y apprend, grâce à plusieurs personnages, et notamment Sephiroth, que leur univers est composé d'une multitude de mondes, de réalités qui se créent à chaque changement dans la trame du destin. Une chose que l'on avait devinée avec Remake, mais qui est clairement énoncée et même plusieurs fois répétée par Sephiroth dans Rebirth. Même Aeris semble en être consciente, et c'est également confirmé par Gilgamesh, car oui, c'est bien Gilgamesh et non pas Gilgamesh ou Gilgamesh, qui lui-même est un voyageur dimensionnel. Nous sommes donc bel et bien dans un multivers, thème décidément très à la mode ces dernières années. Mais les informations tangibles sur ces différents mondes ne sont pas vraiment légion dans ce jeu, pour ne pas dire carrément inexistantes. Au contraire, les divers personnages, et Sephiroth en tête, ont plutôt tendance à créer de la confusion que de donner des réponses à ce sujet. Pour ce qui est de Zack, il n'est même pas encore possible d'affirmer quoi que ce soit non plus, car comme on ne revient pas à Midgard en Rebirth, on ne peut pas vraiment spéculer sur la place réelle de Zack dans cette multitude de réalités. Pour en avoir le cœur net, il faudra donc attendre la troisième partie de ce remake, et pourquoi pas en 2027, si tout va bien, pour les 30 ans de la saga. On croise les doigts. Toutefois, plusieurs éléments sembleraient valider l'affirmation de Sephiroth à la fin. Quand notre Cloud et Zack s'unissent pour l'affronter, les mondes s'unissent pour ensuite se reséparer. Donc Zack serait bel et bien dans une autre réalité. En atteste par exemple le personnage de Kyrie, sur qui Zack tombe au tout début, alors que nos personnages la croisent à diverses reprises en dehors, loin de Midgar. Même si en vrai, elle aurait pu quitter Midgar juste après l'intro et tomber sur Cloud à Calme ensuite. Mais dans ce cas, elle aurait aussi dû reconnaître que la poupée de chiffon que lui a confiée Zack dans le chapitre 0 était Cloud, le mercenaire qu'elle a connu lors des événements de remake. Bref, comme vous le voyez, c'est déjà le bordel et la migraine pointe le bout de son nez. Mais ne vous inquiétez pas, on va prendre notre temps. Autre élément bien plus évident et concret concernant la chronologie dans laquelle se trouve Zack tient au personnage de Stamp, le petit chien mascotte de la Shinra qui est différent de celui que l'on connaissait. A l'origine, un genre de beagle avec un casque, il devient là un truc poilu avec une casquette, ou même à un moment spécifique sur lequel je reviendrai, un bulldog avec un chapeau. Grâce à ça, il serait donc clair que ces mondes ne sont pas les mêmes. Mais je pense, et ça n'engage que moi, que ces différents stamps sont plus des indicateurs des différentes temporalités plutôt qu'une véritable altération de la réalité. Car Stamp est antérieur aux événements des jeux, et de beaucoup, donc en aucun cas les diverses ramifications du temps dans le jeu ne peuvent changer le passé, seulement le futur. Le meilleur exemple pour expliquer ça est justement le moment où on passe du stamp poilu, on dirait un Yorkshire ou une petite chose dans le genre, au stamp gros bulldog sur le paquet de chips de Biggs. En effet, quand il est à moto dans le tunnel du métro, Zack décide de se rendre chez Hojo pour tenter de soigner Cloud, et donc sauver Aeris. Et c'est alors qu'on semble voir une nouvelle réalité se créer, sous la forme de cette lumière arc-en-ciel qui envahit l'autre chemin.
Puis, peu de temps après, on voit Zack qui a finalement rejoint Biggs à temps pour l'empêcher de faire sauter le réacteur numéro 6. Mais on l'avait également vu se faire refouler à l'entrée de la tour Shinra. Donc, a-t-il simplement eu le temps de rejoindre Biggs? Ou alors est-ce là un autre Zack qui aurait fait un choix différent créant cet autre monde? Un monde dans lequel Stamp ne serait plus celui aperçu dans le tunnel, mais un bulldog. Et le plus étonnant encore, c'est que juste avant de rencontrer Sephiroth, Zack croise Johnny qui tient une peluche de Stamp et il se trouve que c'est à nouveau un Beagle. Bref, je ne sais pas trop si c'est clair. En gros, Zack est dans un monde avec ce Stamp jusqu'à ce qu'une nouvelle timeline se crée et soit représentée par le bulldog uniquement dans le passage du réacteur. Ainsi, on aurait même eu droit à plusieurs Zack dans Rebirth. Qu'en pensez-vous? Dites-moi quel est votre avis sur la réalité de Zack. Est-il dans le monde où sont entrés nos amis en traversant le mur des fillers? Qui serait justement le monde que les fillers tentent de manipuler, en sauvant Zack par exemple? Ou est-ce juste un monde random dans lequel les fillers ont fait d'autres modifications, comme une sorte d'expérience multidimensionnelle pour voir quel choix marcherait? Sauf que beaucoup d'autres éléments sont encore trop étranges pour confirmer l'une ou l'autre des options. Car perso, j'aime penser que le sujet reste ouvert, et pas seulement afin que ma théorie de la vidéo précédente soit juste. Je pense vraiment que ça ferait un beau pied de nez au destin, si au final Zack n'était pas si éloigné de nos héros qu'on ne le pense, et qu'ils finissent par vraiment rejoindre l'aventure. Toutefois, quoi qu'il en soit, même si Zack est effectivement dans une autre dimension, il n'est malgré tout pas chez lui. Effectivement, s'il y a bien une chose dont on peut être presque certain, c'est que Zack n'est pas dans son propre monde. Il nous apprend notamment qu'il a été sauvé in extremis par un filler qui a dévié la balle fatidique qui aurait dû lui coûter la vie, et donc mené aux événements du jeu original. Et surtout, s'il y a bien une incohérence dans sa chronologie, c'est qu'il arrive à Midgar après les événements de FF7 Remake. Sauf que Cloud devait être présent à Midgar avant de pouvoir rejoindre Avalanche, évidemment. Et donc le retour original de Zack à Midgar est censé être antérieur à FF7. De plus, dans le chapitre 0, alors que Zack se rend sur le site du crash de l'hélico, on entend clairement les soldats de la Shinra parler d'un ancien soldat armé d'une épée broyeuse qui serait le complice d'Avalanche. Zack devient donc la cible de la Shinra, vu que lui aussi porte l'épée broyeuse dans son dos, mais pourtant il vient tout juste de débarquer. Donc il existait bien un autre Cloud dans cet univers, dans lequel des événements identiques à Remake ont eu lieu, mais où le groupe de Cloud aurait perdu face à Sephiroth qui a détruit l'autoroute avec sa tornade de filler. Et ce quiproquo du soldat à l'épée broyeuse est vraiment intéressant dans cette intro car il ouvre bon nombre de possibilités. Et dernière chose qui confirme l'existence d'un autre Cloud dans ce monde, c'est évidemment que Marlène et Elmira connaissent le Cloud qui avait rejoint Avalanche. Et cette Aeris, inconsciente, le connaît aussi. Chose que même Zack finit par admettre quand il demande à la petite fille si la marchande de fleurs est amoureuse de Cloud. Sans oublier le fait que Biggs aussi parle de sa rencontre avec Cloud quelques jours plus tôt. Et que donc la confusion s'installe entre leur Cloud et celui de Zack, qui lui est inconscient depuis sa sortie de stase au laboratoire Dojo de Nibelheim. De plus, avez-vous remarqué que le Zack de Rebirth ne serait pas le même Zack que celui aperçu à la fin de FF7 Remake? Ou alors c'est que les créateurs du jeu se sont volontairement contredits. En effet, à la fin de Remake, Zack, sitôt arrivé à Midgar, se rend seul et tout propre dans l'église du secteur 5 pour retrouver Aeris, mais tombe sur des rescapés de la chute du secteur 7 dans le champ de fleurs de sa chérie. Ce qui semblait d'ailleurs vraiment se dérouler dans notre temporalité. Alors que le Zack que l'on retrouve ici avec Cloud sur le dos, puis devant les écrans géants, ne passe jamais par la case église, vu qu'il se précipite au secours d'Aeris après le crash de l'hélico. La migraine continue, mais ça va, vous arrivez à suivre. Donc on a bien un nouveau monde dans lequel Biggs est en vie, et dans lequel la team Avalanche plus Cloud a existé. Et surtout dans lequel Zack a débarqué avec beaucoup de retard, accompagné d'un autre Cloud. Ce qui commence d'ailleurs à faire beaucoup de Cloud. Déjà dans ma vidéo sur Advent Children, je parlais de 3 Cloud, mais là on en est à 4, facile. Mais donc la question qui demeure est de savoir dans quelle réalité se trouvent nos différents héros de Rebirth. Car pour ce qui est de leurs rêves au chapitre 14, on se demande évidemment si c'est la même réalité que celle de Zack. Celle que Cloud avait déjà aperçue durant ses divers siestes au fil de l'aventure. Mais pourquoi spécifiquement cette réalité vue à travers les yeux de son alter ego inconscient? Là est la question. Ce monde à l'agonie, présenté en chapitre 14, dans lequel Aeris va également mourir de la main de Sephiroth, est des plus intrigants, surtout car il nous est présenté comme un monde à part. Mais l'insistance sur la Materia Blanche dans le chapitre 0 ne me semble pas anodin quand on sait que ce petit voyage dans un monde parallèle avait pour fonction de confier à Cloud une Materia Blanche encore vivante vu que celle de notre Aeris n'est plus qu'une bille de verre. Et pourquoi d'ailleurs? Ça c'est encore une autre question. Serait-ce car il ne peut y en avoir deux dans le même monde? Cela prouverait donc que la Materia d'Aeris n'était pas celle appartenant au monde dans lequel ils évoluent, mais qu'elle l'aurait apportée avec elle depuis leur version de Midgar. On se retrouve donc avec une infinité de possibilités incarnées par diverses réalités tout aussi similaires que différentes les unes des autres. Ce qui n'est clairement pas simple à suivre, sachant qu'en plus il y en a encore une dernière, pour le moment, qui se crée dans la Cité des Anciens. Car qu'on ne me fasse pas croire que c'est juste une alu de Cloud qui perd la raison, et qu'il n'a pas enfin réussi à sauver Aeris.
Car si modification du temps il y a eu, c'est forcément pour que Cloud puisse, au moins une fois, sauver la jeune femme. Si on avait bien compris une chose dans Advent Children, c'est bien que le pire des regrets pour Cloud, c'est de ne pas avoir pu sauver Aerys. Ça l'empêche même dans le futur de s'investir vraiment dans sa relation avec la belle Tifa. Et pour moi, à la fin de Rebirth, il a réussi, c'est clair et net. Mais les fillers, blancs ou noirs, peu importe, ont rectifié le problème. De plus, la fin du jeu, et notamment cette faille dans le ciel, nous laisse imaginer que la réunion des mondes, à l'instar de celle des cellules de Genova, est imminente. Et que cette conjonction, pour emprunter un terme à une autre franchise culte, va créer un véritable bouleversement dans le destin de Gaïa et de sa multitude d'habitants. Le plan du grand méchant, Sephiroth, ne semble vraiment plus concerner Genova, même si nous la balance comme boss final sans raison ni explication aucune. Alors pourquoi elle ? Son plan avec sa super réunion des mondes pourrait avoir pour fonction de s'emparer de l'ultime version de la planète, mais aussi de nourrir la rivière de la vie avec les victimes de cette fusion des dimensions, pour soigner la planète et en faire sa terre promise, son vaisseau pour conquérir l'univers. Et pour en savoir plus sur son plan machiavélique, je vous renvoie vers ma précédente vidéo. En effet, une fusion des mondes provoquerait très certainement la mort de tous les variants des individus qui la peuplent, à l'exception peut-être d'un seul pour chaque personnage. Et ainsi, toutes ces vies superflues rejoindraient la rivière de la vie. Mais ça, ce serait plutôt un sujet pour une autre vidéo, donc je m'arrête là. En conclusion, déjà j'ai pas réussi à me cantonner à parler uniquement de Zack et j'ai un peu débordé sur les autres héros. Mais en même temps, tout est si imbriqué que c'est difficile de parler de Zack sans parler d'Aerys ni de Cloud. Surtout que le soldat Zack Fair termine l'aventure en faisant un rêve, que je partage tellement avec lui. Celui de retrouver un jour ses deux amis. Chose qu'on lui souhaite évidemment de tout cœur, car quel trio il ferait face à l'ultime version de Sephiroth. Mais pour cela, il va encore falloir patienter de trop nombreuses années. Heureusement, on va pouvoir se refaire sans compter ce FF7 Rebirth pour en décortiquer les moindres détails. Et donc, pour en finir avec l'histoire de Zack, elle aura surtout été là pour nous présenter, ou nous induire en erreur, sur le fonctionnement de ce tout nouveau multivers, et mettre en place dans le cœur des fans l'espoir que le destin pouvait être renversé. Car on espérait tous que celui d'Aerys serait différent du jeu original, et dans les faits, ça a été le cas, j'en démordrai pas, même si nos héros ont tout de même perdu leur ami quand le jeu se termine. Enfin bref, j'espère avoir été suffisamment clair pour résumer ce petit fragment de l'histoire de FF7 Rebirth, qui comme vous l'avez constaté est loin d'être aussi évident que ça. Et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me donner votre avis sur le jeu et notamment son final en commentaire. Je suis très curieux car moi-même je suis dubitatif, à mi-chemin entre déception et bonheur, avec une bonne dose de migraine en prime. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour l'aider à faire son chemin, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.